commencer ma conférence. Je me présente, Marianne Vidamant, ingénieure de développement pour l'IFCE dans les domaines de médiation et de comportement. Je suis vétérinaire de formation et je suis basée à l'INRA de Nouzilly dans une équipe de recherche. Voilà, donc le topo d'aujourd'hui porte sur les communications sociales entre les chevaux, des signes importants à connaître. Alors, en fait, le topo va durer 20 minutes à mon avis, un peu peut-être même un tout petit peu plus. Et il y aura des questions derrière. Donc, vous pouvez utiliser le chat qui est à gauche à votre disposition pour écrire vos questions. Tout ce que vous écrivez est enregistré. Donc, s'il y a des personnes qui ne souhaitent pas apparaître là, il faut arrêter tout de suite votre assistance ici. Et voilà, et moi, maintenant que vous m'avez vu une fois, je vais couper la caméra pour être plus à l'aise et vous faire ce topo. Voilà, donc on l'a intitulé « Communication sociale entre les chevaux, des signaux importants à connaître ». Le cheval est un grand herbivore social qui mange en marchant dans un milieu ouvert. Ce sont ses principales caractéristiques comportementales et biologiques. Et dans le groupe auquel il appartient, la vie sociale est basée sur des affinités et une hiérarchie qui permet de limiter les conflits. Comment les chevaux dialoguent entre eux? Eh bien, en mobilisant plusieurs sens. Et ici, je ne vais me limiter qu'aux communications visuelles, auditives et tactiles et ne pas parler de l'odorat. Ça aurait été trop long. Alors, la communication visuelle est un moyen très important entre les chevaux et les signaux qu'ils s'envoient sont très visibles ou beaucoup plus discrets. Et souvent, dans un groupe, il y a une communication visuelle permanente. Alors, première approche, de loin, on voit la posture, c'est-à-dire l'état global du cheval, la position de sa tête, la position de ses membres, la position de la queue. Et ici, nous voyons une tonicité très faible de cette posture lors de photos de pâturage ou de repos. Ensuite, cette posture peut un peu être modifiée par une attention plus grande envers l'environnement. Par exemple, ici, une jument qui attend un soigneur ou un étalon qui s'intéresse à une jument en chaleur. Et cette attention et la posture peut devenir beaucoup plus tonique s'il y a quelque chose dans l'environnement qui les intéresse fortement ou qui commence à leur faire peur. Et là, nous voyons des signes tout à fait particuliers, c'est-à-dire relèvement de l'encolure, la tête dressée vers un point particulier de l'environnement, les oreilles extrêmement fixes dans la même direction que le regard. D'autre part, on voit aussi que la queue se lève et donc en fait on a un arc qui est médié par la colonne vertébrale entre la tête très levée et la queue relevée. Bon, quand on s'approche du cheval, on peut voir sa tête de façon plus précise et donc on a des expressions faciales très différentes suivant les états des chevaux. Donc là, je vous ai mis deux extrêmes. Hein. Au repos, le cheval a les muscles de la tête relâchés, les yeux fermés ou en partie fermés, les oreilles sur le côté ou légèrement en arrière, ce qu'on appelle en position neutre,
Souvent les lèvres très détendues, notamment la lèvre inférieure, ce qui fait que quand on regarde un cheval de face, on peut voir l'intérieur rose de sa lèvre inférieure dans quelques cas. Au contraire, quand un cheval est en position d'agressivité, eh bien en fait, il a les oreilles très plaquées sur l'encolure, les muscles de la tête très contractés et un profil du nez beaucoup plus aplati. Là, vous avez des exemples de juments en compétition alimentaire ou une jument qui passe à la barre et qui n'est pas en chaleur. Hein. Alors, une communication visuelle, une expression faciale particulière au poulain est le snapping. C'est considéré comme un signe de soumission et le poulain fait ce mouvement particulier, je vais vous montrer une vidéo, vis-à-vis d'autres adultes que sa mère. Alors, si tout se passe bien, j'ai qu'à faire ça et à mettre en route cette vidéo. Donc vous voyez ce mouvement d'ouverture et de fermeture de la bouche très léger et qui ne dure pas très longtemps. Alors, on a donc vu le cheval de loin, on a vu la tête et on a aussi le port de queue qui donne des informations intéressantes sur l'état du cheval. Et vous avez différentes photos ici avec la queue posée sur les fesses, la queue agitée, la queue relevée. Et vous avez, et je ne vais pas détailler le texte qui est là, qui provient donc de Waring, qui décrit un peu toutes les possibilités et les changements de situation qui entraînent une position de queue assez différente. En gros, plus ça bouge, plus ils sont énervés. Voilà. Donc finalement, on a la posture qui est à la fois la position de loin et puis quand on s'approche, le port de tête, la position des oreilles, la position de l'encolure, la position des membres, le port de queue, qui permet donc d'avoir une visualisation du cheval de loin ou de plus près et qui donne une idée de son état attentionnel et de son état émotionnel, de son humeur à ce moment-là. Qu'en est-il des communications auditives? On sait que les chevaux entre eux produisent des sons très différents par les cordes vocales et par d'autres choses que les cordes vocales. Alors, parmi les sons produits par les cordes vocales, on a ce qu'on appelle l'appel de contact ou le hennissement bas, qui sert de prise de contact. Et on en trouve quand le jument appelle son poulain, quand le cheval anticipe l'arrivée d'une nourriture ou d'un cheval familier, ou même les talons envers la jument quand il va vers la jument avec des intentions éventuellement de saillie. Et celui-là est très audible au-delà de 30 mètres. On va écouter tous ces sons après. On a le couinement qui est un signe ou d'agressivité ou de défense, et les hennissements dont la portée est de 1 km et qui sert à rechercher les congénères et à trouver une prise de contact. Alors, pour ce qui est des autres vidéos à voir, donc ici on va entendre un appel de contact. Au début, on entend aussi mes collègues qui parlent. J'espère que ça va fonctionner. Ah, pardon. Elles veulent leur pourcentage sur les deux, attention. Allez.
Voilà, donc vous avez entendu en fin de vidéo les appels de contact à la fois des juments et des poulains. Ouais, j'aurais peut-être dû passer les vidéos les unes derrière les autres parce que là, ça met du temps. Alors ensuite, on a un appel de contact d'une jument qui a été séparée de sa voisine. Ah non, pardon. Excusez-moi, c'est celle-là. Voilà. Et ici, on va avoir un couinement. Voilà. Et là, la suivante, vous allez entendre plusieurs choses. L'étalon, ces deux étalons qui se rencontrent, on en parlera peut-être après. Alors, tac. Bon, ils se sentent tout d'abord. Voilà. Donc, ils se sont sentis. Ensuite, il y a eu un petit hennissement, je pense, et ensuite un couinement et un coup d'antérieur. Bon, je cherche une vidéo, mais c'est dommage, elle n'y est pas. La vidéo du passage à la barre, où on entendait bien certaines choses. Donc, je reprends mon topo. Alors, au niveau du hennissement, que je ne vais pas vous faire entendre parce que tout le monde le connaît, c'est un des seuls sons qui soit réalisé en partie la bouche ouverte. On commence à connaître certaines choses sur ce hennissement. Ce serait chaque individu aurait plus ou moins un hennissement particulier, ce qui permet de montrer que les chevaux peuvent reconnaître des familiers, des non familiers par leur hennissement, que la structure acoustique est complexe et qu'en particulier, un volume élevé signe une émotion forte et une durée longue signe une valence négative. C'est-à-dire que des chevaux peuvent hennir aussi quand ils se reconnaissent ou qu'ils reprennent contact entre eux, mais du coup la durée est beaucoup plus courte. Alors ensuite, les chevaux peuvent communiquer aussi par d'autres sons qui sont l'ébrouement. Donc une expiration souvent qu'on entend quand on met de la paille ou en début de travail. Un ronflement qui est un ronflement que je dis d'énervement, hein, qui est une inspiration forte qui indique de la peur, complètement différente du ronflement pendant le sommeil. Et puis le souffle qui est une expiration forte qui montre aussi la peur. Qui est soit assez long après une exploration olfactive, souvent au sol, soit très court en souffle d'alarme. Et puis les chevaux sont capables de faire une combinaison entre ces différents sons. Et donc on va en écouter quelques-uns. Alors, voilà. Donc ce cheval a une moquette sous le nez. Donc vous voyez la position de la tête, les deux oreilles qui regardent l'objet d'attention.
Donc là, le cheval a soufflé. Et là, en début de vidéo, je vais peut-être vous la repasser, on entend très bien ce souffle d'alarme, très, très court et très fort. Le voilà. Voilà. Donc, ce souffle d'alarme est bien associé à la posture d'alerte, donc la queue relevée dont on a parlé tout à l'heure, la tête très relevée, les oreilles bien pointées vers quelque chose. Au niveau de la communication tactile, qui ne prend pas beaucoup de temps dans une journée, ce qu'on perçoit facilement, c'est qu'il y a des explorations quand même fréquentes des congénères par flairage, même si c'est très court, du toilettage, des positions tête bêche qui servent à chasser les mouches, puis l'exploration du partenaire sexuel et la tétée. Et puis dans des choses moins sympathiques, les coups de tête, les ruades, les morsures, les bousculades entre les chevaux. Donc pour les communications tactiles amicales, on a bien des jeux entre les jeunes ou les moins jeunes, la tétée qui a une fonction nutritive et de contact, le toilettage mutuel et le tête-bêche dont on a parlé précédemment. Et là, je pense que j'ai des petites vidéos. Voilà. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Et un grooming. Alors, entre un Shetland et un trait du Nord, donc chacun pouvait groomer à la hauteur où il se trouvait. Le grooming étant en fait cette position symétrique quand ils ont la même taille, avec un grattage au niveau du garrot avec les dents, au niveau du dos, au niveau des fesses, au niveau des jarrets. Voilà, et qui a une fonction à la fois d'hygiène et amicale. Et puis on a donc les communications tactiles agressives avec les ruades, les charges, les menaces, les morsures. Hein. Et donc j'ai une dernière vidéo à vous montrer. Il a déjà fini parce que 73. Voilà. Donc, à quoi servent toutes ces communications? Eh bien, à régler les relations entre les chevaux qui sont faites de dominance. Donc, qu'est-ce que c'est que la dominance? C'est l'accès privilégié à une ressource pour un individu donné, qui va passer avant les autres. Hein. Alors, soit pour la nourriture, soit pour l'eau, l'abri, l'accès à un partenaire sexuel. Souvent, c'est un peu le même qui a l'accès à tout ça. Et donc, cette dominance va s'exprimer par des choses très visibles, morsures, coups de pied, ruades, charges et poursuites, mais aussi par des signaux plus discrets. Et dans entre chevaux d'un groupe constitué, bien constitué,
c'est beaucoup plus discret. Ça peut être juste une tête qui se lève, une petite menace de la tête, un postérieur qui se lève légèrement ou un petit coucher d'oreille. Ça devient beaucoup plus ritualisé. Euh, le cheval qui subit cette agression, ça s'appelle de la soumission. Donc le cheval va éviter le dominant, le laisser passer ou attendre quelques granulés si jamais il y a eu une distribution de nourriture et où il ne peut pas avoir accès à cette nourriture. Et puis on a parlé du snapping tout à l'heure. Les relations d'affinité, comment elles se traduisent? Eh bien, par des contacts physiques, du toilettage mutuel. Oui, j'ai parlé de grooming tout à l'heure, j'aurais dû utiliser le terme français qui est le toilettage. Des contacts fréquents, mais surtout quelque chose qui fait qu'ils ne se touchent pas, c'est le voisinage préféré pendant le pâturage et le repos. Et donc ça se mesure par des distances entre les chevaux et on montre bien que les chevaux se mettent par deux, par trois et qu'on retrouve très fréquemment les mêmes chevaux ensemble. Et ces relations d'affinité sont très importantes pour la cohésion du groupe. Alors ensuite, quelle est la graduation de la posture en cas d'agressivité? En fait, par exemple, en cas de conflit d'accès à de la nourriture, le cheval émetteur va passer d'une posture à une autre plus marquée. Le cheval émetteur du fait d'agresser un autre. Et suivant les réactions du cheval récepteur au premier signe d'agressivité, la séquence va se poursuivre ou s'arrêter immédiatement. Donc il y a une graduation dans les postures et dans le comportement qu'il faut savoir comprendre pour pouvoir éventuellement s'arrêter à temps. Nous, en tant qu'humains, si on demande aussi quelque chose au cheval. Donc pour comprendre le comportement d'un cheval, il faut observer tout son corps, sa locomotion et le contexte. Et vous voyez ici, c'est des morceaux de chevaux que je vous ai montrés dans la diapositive sur les queues. En fait, ici, on a donc un cheval qui est au repos avec la queue qui balance au vent. Ici, un cheval qui mange avec la queue qui fait chasse-mouche. Et ici, un cheval en position nettement d'agressivité vis-à-vis sans doute du suivant et qui donc est plutôt passablement énervé et en mouvement. Les applications pratiques sont les suivantes. Donc, il faut bien observer les chevaux car ils vous renseignent en permanence sur leur état émotionnel. Un cheval normal dans une situation qui ne lui convient pas donnera des signes avant de réagir fortement. Et au moment où la dominance s'exprime entre les chevaux, c'est-à-dire notamment pendant la distribution de nourriture, attention aux manifestations d'agressivité qui sont normales, qui ne vous sont pas destinées, car ça peut provoquer des accidents. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un groupe, les chevaux communiquent en permanence entre eux. Ils adaptent en partie leur comportement aux réactions des autres. Les signaux émis par le cheval, qui viennent donc de la position de la tête, les oreilles et de la queue et les émissions sonores, renseignent sur son état émotionnel et d'attention, ses congénères y sont sensibles et ceci nous aide à anticiper les réactions dangereuses. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, il faut les écrire dans votre partie d'écran en bas à gauche. Et si à la fin de la webconférence, vous avez d'autres questions, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, il faut les poser par l'intermédiaire de cette adresse mail. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc, j'ai été prendre des informations dans ces documents-là. Et vous souvenir que donc nous avons plein d'informations sur le site Wikipédia. Voilà. Et je vous donne quelques informations sur la journée de conférence en éthologie, sur les guides sur l'éthologie et sur un guide sur le bien-être qui va bientôt sortir et un blog que nous animons avec ma collègue sur comportement et bien-être. Donc on va passer aux questions.
Question 1. Comment interpréter le couinement et le coude antérieur après que deux chevaux se soient sentis? En fait, c'est une façon de se rencontrer qui est très fréquente entre les étalons et je pense que c'est tout à fait normal. Euh, alors, deuxième question. Est-ce qu'un souffle court et fort peut aussi signifier l'agressivité, notamment si dirigé à l'encontre d'une personne à pied qui demanderait au cheval de faire quelque chose? En fait, moi, je n'ai jamais vu ce cas-là, donc je je peux pas répondre à cette question. Mais mais euh, mais c'est plus une histoire de peur, peut-être de peur vis-à-vis de l'environnement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire pendant que les personnes réfléchissent aux questions qu'elles peuvent vouloir poser. Alors, que signifient les coups de cul accompagnés de couinements forts pour une jument tournée à la longe, avec celle ou non, douleur, agressivité envers le longeur? Alors, en fait, ma conférence était vraiment les communications sociales entre les chevaux pour l'instant, hein, et pas les communications entre l'homme qui, qui essaye d'utiliser le cheval et ce cheval. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à la question 3, enfin la question que je viens de lire, mais je pense quand même que c'est plutôt de l'agressivité. C'est de l'agressivité. L'écoulement, c'est de l'agressivité. Alors, question 4. Que signifie un cheval qui émet un souffle court et qui se campe lorsqu'on le longe? Comment doit-on réagir dans ce cas? C'est pareil. Enfin, je, c'est difficile pour moi de répondre à ces questions-là. Et c'est évident que c'est des chevaux qui sont gênés par la situation. Ça, c'est sûr. Alors, pendant que vous réfléchissiez à vos questions, je rappelle que pour en savoir plus, il y a aussi une newsletter mensuelle gratuite qui s'appelle Avoir un cheval. Il suffit de s'inscrire, donner son mail. Les fiches Wikipédia, les webconf que vous voyez et l'Equivode où vous pouvez récupérer toutes les vidéos des conférences et revoir les webconférences qui ont déjà été passées. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah voilà. Question, est-ce que deux chevaux qui ont une relation d'affinité en étant voisins de paddock peuvent avoir une relation agressive si on les réunit? Oui, semble-t-il. Euh, Quand on met deux chevaux en présence, en général, ça commence toujours par une réaction d'agressivité, même s'ils se connaissent. Question 6. Des signaux d'agressivité peuvent-ils parfois nous être destinés? Oui, oui, oui. Notamment, en fait, on a tous en tête ce qui nous arrive quand on essaye de soigner les chevaux. On peut se faire mordre, on peut se faire prendre un coup de pied. Alors,
Une jument agressive, quand on la met avec n'importe quel autre cheval ou poney, attaque et mord du jarret juste à la queue. Que pouvons-nous comprendre ou quoi faire? Ah, alors, du jarret jusqu'à la queue. Ouais, c'est bizarre. Et donc cette jument est tout le temps agressive. Euh, Il y a des chevaux qui sont incompétents au niveau social, hein. Notamment les chevaux qui ont été élevés tout seuls par leur mère et qui n'ont pas appris les codes sociaux des chevaux. Donc peut-être que cette jument est dans ce cas-là. Ah, ah, voilà. Il faut essayer avec différents chevaux. Ah, Philippe, alors, excusez-moi. Si, c'est bon. Question 7. Peut-on agir sur un dominant, un dominé auprès et de quelle manière pour qu'ils s'entendent mieux? Ah, bah, c'est difficile parce que c'est leurs affaires. Euh, c'est comme si on vous demandait de vous entendre avec votre voisin avec qui vous n'entendez pas. Après, pour qu'ils s'entendent mieux, créer. Non, le moment très conflictuel entre les chevaux, c'est la distribution de nourriture. Donc, il faut être sûr qu'il y ait assez de place pour chaque cheval pour manger, et éventuellement même qu'il soit isolé au niveau de la tête au moment où il mange. Euh, alors, un hongre va vers une jument et lèche les jarrets. Quoi penser? Il faut savoir que des étalons castrés euh, gardent pour certains des comportements de mâle. Donc, ça pourrait en faire partie. Voilà. Parce qu'en fait, il y a de nombreux cas où on voit les hongres garder certaines caractéristiques mâles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant, donc, je crois que j'ai tout passé là. Ah non. Euh, Ici, donc vous avez les prochaines conférences qui sont sur les thèmes du comportement et du bien-être. Donc l'exercice, voilà, vous pouvez lire hein, sur l'exercice, sur les principes d'apprentissage et les indicateurs de bien-être bientôt, hein, entre février et mars. Euh, alors, bon, attendez, parce que là, je vois des questions auxquelles j'ai déjà répondu qui reviennent. Est-ce que cela arrive qu'un cheval n'arrive pas à s'intégrer à un groupe? Alors oui, tout à fait. Et c'est compliqué à régler. Les compositions de groupe sont toujours délicates. Alors effectivement, quand on a 100 chevaux, on trouve souvent une solution en enlevant un par-ci, par-là, en remettant avec d'autres. Mais quand je comprends bien que ça peut poser un problème pour des gens qui en ont que peu. Voilà, mais il y a des chevaux qui ont du mal à s'intégrer à un groupe donné. Alors, que penser d'un hongre qui reste assez seul dans un groupe de 4? Ben, moi, je ne serais pas inquiète du tout, hein, du moment qu'il est dans son groupe, qu'il est avec un groupe, euh, c'est
il est mieux que s'il était tout seul. Donc, il n'a pas besoin d'être en contact, enfin, ou en proximité avec les 3 autres chevaux. Alors, il y a un gros problème sur votre lecture de questions. Bon, attendez. Excusez-moi, je peux aller voir dans le chat, hein, parce que pour l'instant, c'est quelqu'un qui me sélectionne les questions. Alors, je reprends depuis le début. Je regarde. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y en a déjà auxquels j'ai déjà répondu. Bon, alors je descends. Ah, oui, effectivement, j'en vois. Euh, j'ai mon ascenseur qui marche pas très bien. Alors, bon, attendez, je reprends. Ça c'est bon. Peut-on récupérer le dossier présentation PowerPoint? Oui. Ça, vous aurez des indications après ma conférence. Ça c'est bon. Vous nous avez parlé du Waring, pouvez nous expliquer ce que c'est? Ah ben le Waring, c'est le nom d'un auteur d'un livre sur l'éthologie, dont vous avez les références enfin, à la fin de mon topo. Alors, est-il préférable pour un cheval d'être dominé dans un troupeau ou d'être séparé et plus tranquille? Eh bien, d'être dominé dans un troupeau, s'il n'en souffre pas, c'est-à-dire enfin, souffre, c'est-à-dire s'il n'a pas de plaie, s'il est en bonne santé. Excusez-moi. J'ai du mal à me promener mon ascenseur là. Comme ça, ça serait mieux. Excusez-moi, j'ai du mal à descendre dans le truc là. Je pourrais pas me... Oh merde. Pardon, excusez-moi. C'est tout petit là, je peux pas. Alors, existe-t-il une fréquence connue de comportement agoniste dans l'éthogramme du cheval? Oui. Par contre, il faudrait regarder plutôt la webconférence de ma collègue sur la composition des groupes. Elle a mis une fréquence, hein, par heure de comportement agonistique. Voilà. Y a-t-il une technique particulière pour calmer une agressivité de domination à l'accès nourriture et eau entre 2 chevaux au paddock? Ben, je crois pas. C'est-à-dire que soit vous arrangez pour que au moment de la distribution de nourriture, ils aient la tête séparée les uns des autres, soit euh, ouais, c'est ça, c'est surtout la tête séparée et assez d'espace au moment où ils ont accès à la nourriture. Problème avec l'ascenseur chez moi aussi, une bonne idée. Sait-on ce qui favorise une affinité? Similarité de robe, taille, sexe. Alors c'est une bonne question. Alors l'affinité dans un groupe constitué provient souvent enfin, même âge, enfin des âges similaires, des états enfin les femelles avec les femelles avec les femelles, mais aussi avec les talons s'il y en a un. Enfin, je veux dire les adultes avec les adultes, les jeunes avec les jeunes.
Ensuite, la robe. En fait, il semblerait qu'effectivement, plusieurs espèces animales, enfin, si dans une espèce animale, il y a enfin, il y a des différences de couleurs, et que le jeune animal a été élevé avec des animaux d'une couleur particulière, eh bien, ces animaux-là vont être plus familiers pour eux que des chevaux d'une couleur différente. Donc, effectivement, ça pourrait favoriser l'affinité. Je ne sais pas si après j'ai répondu aux autres questions. S'il en manque ou pas, je regarde ce que me dit l'animatrice. Ah, comment travailler dans une carrière avec plusieurs chevaux qui ne s'entendent pas, se mordent en passant, un l'un à côté de l'autre, se tapent. J'ai pas de solution miracle, hein. C'est un peu leurs affaires. Et du coup, je préconiserais qu'ils se rencontrent pas trop. Euh, bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère que j'ai répondu à tout. Euh, Doit-on prendre la posture d'un dominant dans un groupe de chevaux? Je comprends pas la question. Est-ce que vous pouvez préciser? Autre question. Deux chevaux qui s'entendent bien peuvent-ils ne plus s'entendre lorsqu'arrive un troisième dans le groupe? Oui, tout à fait. L'arrivée d'un nouveau cheval change la donne. Je crois que j'ai vu aussi une question passer sur le temps au bout duquel le groupe est constitué quand un cheval arrive. Et ça, en fait, c'est long. Euh, c'est c'est plusieurs jours, voire 2 semaines, je crois. Alors, question encore, l'homme doit-il prendre la posture de dominant du groupe? Ah, alors, en fait, l'homme n'est pas un cheval et donc en fait n'est pas considéré comme tel par les chevaux. Donc on peut pas parler de dominance de l'homme par rapport à des chevaux. Voilà, donc c'est une affaire entre chevaux. Alors, quand on est en balade, si un cheval prend peur, se bloque, très souvent le second fait pareil. Comment expliquer, résoudre? Alors, je suis d'accord parce que ça m'arrive aussi. Ben, je pense que c'est cette communication en permanence qu'ils ont entre eux qui fait que s'il y en a un qui a peur, il contamine entre guillemets l'autre. Alors, comment l'expliquer? Ben souvent on est un peu étonné parce que ça arrive à des endroits où on ne comprend pas pourquoi il aurait peur, ils auraient peur. Le résoudre, ben, en fait, il faut qu'il y en ait un qui descende et qui fasse passer le cheval et l'autre va suivre. Euh, voilà. Mais j'ai le cas à l'endroit où je monte à cheval. Euh, alors, je vois d'autres questions. Faut-il mieux séparer deux chevaux le temps qu'ils s'habituent d'abord visuellement avant de les réunir? Oui. Euh, et ça, vous auriez intérêt à regarder la webconférence de ma collègue sur la constitution des groupes, qui est déjà en ligne. Hein, elle a bien expliqué tout ça. Alors, donc, le complément de question de Monsieur Grapton.
En ma présence, l'agressivité des chevaux entre eux est différente. Pourquoi? Alors, enfin, enfin, je vois peut-être deux explications possibles. Vous devez apporter de la nourriture à vos chevaux, donc vous représentez quelque chose de particulier et un moment particulier. Et on sait que la distribution de nourriture est un moment euh, un peu délicat entre les chevaux et où l'agressivité monte et où la frustration d'attendre pour manger monte aussi. Donc peut-être que vos chevaux, du coup, deviennent agressifs entre eux. C'est une des explications. L'autre, non, je sais pas. Je sais pas. Euh, alors, y aura-t-il une conférence sur la communication par l'odorat? euh, C'est pas sûr parce que je sais pas si je pourrais tenir très longtemps sur ce sujet. Alors, c'est le contraire qui se passe pour le monsieur qui a des soucis avec ses chevaux agressifs. C'est-à-dire, le contraire, c'est-à-dire qu'ils sont moins agressifs ou plus agressifs avec ou sans nourriture. Alors, quand il y a un cheval aveugle dans le groupe, cela change-t-il le mode de communication des autres chevaux? Ont-ils conscience que l'un des membres ne réagit pas aux signaux visuels? Alors là, je ne peux absolument pas répondre à cette question. Euh, j'ai rien lu au niveau scientifique à ce sujet-là. Par contre, je me demande si quelqu'un ne m'en a pas déjà parlé. On sait qu'il y a des chevaux aveugles qui vivent très bien et souvent effectivement aidés entre guillemets par leurs congénères. Alors, donc, monsieur précise sa question. Lors de la distribution, la dominante ne prend pas la dominance en ma présence. D'accord. Euh, est-ce qu'elle aurait un peu peur de vous? Est-ce que parce que vous l'auriez empêché de le faire en votre présence? Je ne sais pas. Alors, après avoir été séparé pendant 2 mois et demi de sa mère pour sevrage, le poulain cherche à téter lorsqu'il est avec sa mère qu'il vient de retrouver au pré. La mère risque-t-elle de produire du lait? Il y a peu de chance. Sauf s'il insistait beaucoup, il y a peu de chances que la mère recommence à produire du lait. Mais effectivement, d'aller tirer sur les tétines euh, régulièrement avec un traitement hormonal qui va bien permet d'induire une lactation. Mais c'est parce qu'il y a aussi un traitement hormonal derrière. Donc là, juste aller tirer sur les tétines, alors que cette mère-là n'est plus en capacité de réagir au niveau hormonal pour remettre son lait en route, il y a peu de chance. Les relations dans un troupeau sont-elles systématiquement patriarcales? Ah oui, j'avais vu cette question avant, mais excusez-moi, je n'y avais pas répondu. Elles ne sont pas patriarcales en fait. Euh, les juments et les étalons ont des rôles assez symétriques en dehors de la reproduction évidemment dans un troupeau et ne sont pas réglés par l'étalon. En fait, souvent c'est une vieille jument qui est dominante. La dominance dans un groupe provient de l'âge de présence dans ce groupe. Donc c'est souvent une jument plus âgée. Voilà, le plus souvent c'est une jument qui est dominante.
Non pas de peur, mais en effet par sécurité, je me suis déjà interposée entre elles et les dominer. Ouais, donc en fait, votre jument a compris que quand vous étiez là, il fallait pas qu'elle montre sa dominance. Alors, bon, ça c'est pas une question, c'est une dame qui s'en va. Et je pense que est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va clore cette séance. Et puis voilà, quel- enfin, vous avez un document qui vous permet de voir comment télécharger mon PDF. Merci à tous, bon retour, enfin bon retour, vous êtes chez vous, et à une prochaine fois.